première série du samedi après-midi, Buck Rogers au 25e siècle. Madame, mademoiselle, monsieur, vous savez que TF1 est la chaîne du sport, mais vous n'êtes pas sans savoir non plus que depuis hier, la Une est la chaîne du football. Alors, amateurs inconditionnels du ballon rond, à vos postes, je vous laisse en compagnie du spécialiste du ballon rond, Thierry Roland. Voici le coup d'envoi, Téléfoot 1, à bon footballeur, salut. Bonjour, bon week-end, bienvenue à Téléfoot. Au début de cette émission, je voudrais avoir une pensée pour ceux qui m'ont précédé ici depuis que Téléfoot existe, c'est-à-dire Pierre Cangioni, Michel Denisot et Jean Rénal, et leur envoyer tout simplement un salut amical au début de cette nouvelle saison de Téléfoot. Hier, dans notre maison, nous avons eu un grand événement qui s'est du reste passé dans ce studio. La signature des accords donc qui vont lier pour 3 ans, si tout va bien, et pourquoi cela n'irait-il pas bien, TF1 avec le football français, puisque le président Bourges recevait Jean Sadoul et Fernand Sastre, les deux principales personnalités du football français, pour un accord qui portera non seulement sur le championnat, mais aussi sur les rencontres internationales à venir. Je crois que c'est une bonne chose, et pour le football, et pour TF1. Nous en venons tout de suite à ces 3 matchs. Jean-Michel Larquet qui complétait la 7e journée et Toulouse donc avec 2 petites victoires par 1-0 contre Lens chez lui d'abord et puis hier à Sochaux a fait un sérieux bond. 2 derniers, ils sont arrivés au milieu du classement. Oui, ça n'allait pas parce qu'à Toulouse on commençait un petit peu à gronder, on s'est renforcé sérieusement l'intersaison avec des arrivées conséquentes, celle de Tarantini, celle de Christophe, celle de Stopira. Il faut bien dire que les résultats ne suivaient pas. Hier, à Sochaux, Sochaux n'avait jamais perdu sur son terrain depuis le début de la saison. Toulouse n'avait jamais gagné à l'extérieur. Et puis hier, bien tout a changé. Sochaux a perdu son premier match à domicile. Toulouse a gagné son premier match à l'extérieur. Il faut dire qu'à la fin de cette rencontre, on n'était pas très content du côté sochalien et on était guère content du côté toulousain. Comme quoi, il y a des victoires qui ne font pas toujours plaisir. En tout cas, hier, pour Toulouse, c'était donc l'occasion de se refaire une bonne santé. Et ils y sont parvenus au terme d'un match qui n'a pas quand même laissé un souvenir impérissable aux spectateurs du stade Bonal. Donc 2 équipes qui étaient en quête d'un redressement, en quête de points, et donc 2 équipes très contractées. Il a fallu attendre la 10e minute pour voir le premier tir dans le cadre, et c'est un tir du néo-toulousain Didier Christophe, bien arrêté par Albert Rust. Les jeunes Sochaliens jouent étriqués. Ils viennent s'enferrer dans la défense de Toulouse qui a bien disposé son système. La balle est remontée par Durand, puis par Laverny. Elle va parvenir à Guy Lacombe, toujours mi-ailier, mi-demi. Un centre au premier poteau et va surgir Stopira qui d'une tête plongeante donc au premier poteau bat Albert Rust. On va revoir Stopira anticiper donc sur le stopper Ruti et ouvrir la marque pour Toulouse. Les Sochaliens vont réagir par leur avant-centre Krause sur ce tir en pivot du pied gauche bien détourné par Philippe Bergerot, mais c'est encore Toulouse et toujours Didier Christophe qui vont avoir une occasion d'augmenter le score en fin de première mi-temps. Un bon tir difficilement détourné par Ruti. Peu de choses à signaler en deuxième période, si ce n'est ce corner tiré par Thomas et dévié par Ruti, que Bergerot va claquer juste au-dessus de sa transversale. Mais hier, un homme a dominé les débats, et quand on dit de la tête et des épaules, c'est plutôt de la tête,
c'est Didier Christophe qui a été absolument au four et au moulin et qui a été royal dans le jeu de tête. On le voit mettre même la tête là où d'autres mettent les pieds. Ça se termine par une blessure. Mais Didier Christophe va continuer. Il va régner dans sa surface de réparation, mais aussi devant le but de Rust, donnant ainsi une victoire précieuse, mais que Jean Dupeux estime trop juste. Je crois que la saison dernière, on a aussi gagné des matchs sans faire du grand football. Je crois qu'il faut aussi avoir un certain potentiel de confiance pour pouvoir jouer bien. On a pas mal joué au début du championnat, on recevait beaucoup trop de buts, donc il a fallu fermer un petit peu derrière, reprendre confiance. Et je crois qu'on est sur le bon chemin, sur le plan de la collectivité. Je crois qu'on retrouve une solidarité. Pour l'instant défensif, il faudra retrouver quelque chose de plus soigné sur le plan offensif. En tout cas, en ce qui concerne les recrues, et je pense notamment à Tarantini, à Christophe, à Stopira ce soir, elles vous ont donné, je pense, entière satisfaction. Oui, ils ont fait un bon match, ils ont emporté ce qu'on attendait d'eux. Stopira qui marque des buts, ma foi il les marque. Christophe a apporté quand même sa présence physique sur tous les coups de pied arrêtés. On avait un joueur de tête qui nous manquait l'année passée. Et Tarantini a aussi très bien joué son rôle. Le seul problème avec Tarantini, c'est maintenant qu'il joue dans l'axe, c'est que Domergue va jouer latéral et que je ne pense pas que Domergue soit vraiment un très bon latéral. Voilà ce que nous disait Daniel Jean Dupeux, qui analyse toujours remarquablement les matchs de son équipe, mais aussi de l'équipe adverse. Frédéric Jaillet en tournante, c'est presque un derby. Nantes a gagné à l'extérieur, c'est important pour la suite de la compétition. Est-ce que vous avez trouvé un Nantes plus rigoureux, je dirais un Nantes un peu à l'italienne, non? Un Nantes assez rigoureux, mais pas à l'italienne, parce qu'ils ont gagné 1-0, ça c'est un score à l'italienne. On ne peut pas dire que les Nantais aient passé leur temps à défendre. Au contraire, ils ont joué le jeu, ils ont lancé de nombreuses contre-attaques, et finalement c'est un petit peu curieux qu'à l'arrivée le score n'ait été que de 1-0. Il faut dire que les conditions de jeu étaient particulièrement difficiles. Il ne pleuvait pas au moment du match. Par contre, il avait plu dans l'après-midi à Tours, ce qui fait que la pelouse était gorgée d'eau. Et dans ces conditions, le jeu s'en est senti. Et les 22 acteurs notamment avaient du mal par moment à garder leur équilibre. Dans ces conditions, ce sont tout de même les Nantais qui s'en sont le mieux tirés, surtout en première période. Il y a eu 4 occasions vraiment nettes, 4 occasions nantaises. Voici la première, Bossis qui tire du gauche après 3 minutes de jeu seulement et ça passe juste à côté. On retrouve Bossis après 10 minutes de jeu, deuxième occasion nantaise donc, alors qu'il y a des petites sautes d'image indépendante de notre volonté. En tout cas, Bossis donne à Amis, action un peu similaire à la précédente. Cette fois, le centre de l'ailier nantais trouve Ali Lexik à la réception. Reprise difficile qui passe cette fois plus largement à côté. Troisième occasion nantaise, encore Bossis hier soir, bien que libéraux, le plus dangereux des attaqueurs nantais. Un tir du gauche et Desrousseaux à la parade, cool, tranquille. Il a l'air de dire que ce n'est pas comme ça qu'on le trompera. En tout cas, les Nantais continuent sans vraiment dominer à se créer les occasions les plus nettes. Voici la quatrième et dernière de la première mi-temps. Ali Lexik a bien vu Touré, tout en haut de l'écran, s'engager, se démarquer. Coup de tête de Touré, mais bon arrêt de Desrousseaux. Et donc 0 partout à la mi-temps entre les deux équipes, Tours et Nantes. Il y avait environ 14 000 spectateurs à Tours. Et en début de deuxième période, eh bien, le scénario va être le même qu'en première. Sauf que cette fois, ce sont les Tourangeaux qui vont se montrer les plus menaçants. Lorenzo, coup de coude avec Adoncor, il tire. Un tir puissant, mais Bertrand Demann réussit à dévier en corner. Quelques instants plus tard, contre de Polagnoc. Ballon récupéré par Colleux qui lance son capitaine, Polagnoc. Même situation pour Polagnoc que pour Lorenzo après un grand pont sur Bossis. Tir de Polagnoc et encore Bertrand Demann en corner. Un corner que voici, il est tiré par Polagnoc. Première tête de Crimo, deuxième de Lorenzo. Et il s'en est fallu vraiment de très peu que les Tourangeaux n'ouvrent le score. 3 occasions coup sur coup pour les Tourangeaux. Les Nantais ont passé un sale moment, mais ils vont se reprendre. Amis passe Gressani. Un bon centre que Desrousseaux relâche. Ali Lexik a repris, vous l'avez vu, c'est le poteau qui a renvoyé le ballon, dont Desrousseaux peut finalement se saisir. Et puis 61e minute de jeu. Ce n'était finalement que partie remise pour les Nantais. Eh bien, Ali Lexik récupère le ballon. Il a vu Amis s'engager à gauche, mais il a aussi vu Bibar à qui il transmet le ballon. Bibar qui passe, qui s'avance et qui marque 1-0 pour Nantes après donc 61 minutes de jeu. Ce but au ralenti. Bibar face aux libéraux de Tours.
c'est-à-dire face à l'Estage, il le passe, une petite pichenette. Desrousseaux est battu et donc 1-0 pour Nantes face à Tours. Les Nantais vont connaître une fin de match difficile. Ils vont avoir plusieurs occasions d'égaliser, les Tourangeaux, notamment ici un centre de Sdin, tête de Crimo, mais ça passe encore une fois juste à côté. Et un petit peu plus tard, coup franc tiré par Polagnoc. Encore Crimo, un tir dégagé par une forêt de jambes nantaise, ce n'est pas fini. Dieckett a repris le ballon, c'est encore contré. Vous le voyez, les Tourangeaux ont dominé en fin de match, mais ils n'ont pas eu tellement de réussite. Il est à noter que les Tourangeaux n'ont jamais réussi à battre les Nantais sur leur terrain. Ce n'est pas sur cette action qu'ils vont réussir à égaliser. Bertrand Demann sort bien au devant de Polagnoc. Finalement, dans les dernières minutes de jeu, un coup franc dangereux pour Tours, tiré par Varadi qui était rentré en cours de jeu. Et une nouvelle fois, bon arrêt de Bertrand Demann. C'était pas évident parce que la pelouse était glissante et que le ballon a rebondi juste devant lui. Dernière minute de jeu maintenant. Encore un coup franc Tourangeau. Dernière occasion également, mais elle sera nantaise. Avec un ballon sur la gauche pour Ali Lodzik. Tous les Tourangeaux étaient à l'attaque. Il est bien démarqué, Ali Lodzik. Un crochet, un tir, mais Desrousseaux renvoie du pied. Le ballon est repris par Touré. Le voici, ça passe au-dessus. Desrousseaux a beau se dépêcher, rien ne sera plus marqué. Et donc Nantes a gagné un tour 1-0. Un match important qui permet évidemment à Nantes de remonter à la 2e place du classement ex aequo avec Auxerre. Et à l'occasion de la prochaine journée, la 8e, il y a un certain Nantes-Auxerre qui va faire du bruit à la Beaujoire. Didier Roustan, Monsieur Xu, il a fait des siennes encore, hein? Monsieur Xu a encore frappé. Eh oui, 2 fois même. En fin de match, à 2 reprises, c'est vrai. D'ailleurs, à un instant où il était cuit, car il s'est beaucoup dépensé tout au long de cette rencontre. Il jouait donc avant-centre. Plus souvent sur le côté droit. Il faut dire que du côté gauche, eh bien, Brisson était également blessé à la suite d'une faute de marque, je crois, contre Toulouse. Il souffre d'une entorse au genou, mais cela ne devrait pas être bien grave, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce qu'on dit hier en soir. Et alors les Lensois, ils vous ont fait bonne impression? Ils ont alterné le bon et le moins bon devant une équipe de Nancy, c'est vrai qu'ils jouent assez bien à l'extérieur. D'ailleurs, ils ont gagné à Paris, ils ont fait match nul à Bastia, ils ont failli faire match nul à Auxerre aussi, ne concédant un but qu'à 3 minutes de la fin. Mais enfin, ils ont plutôt réussi le bon, et surtout en fin de match, lorsque Nancy s'est découvert, mené 1-0, et bien évidemment, il fallait encore prendre un petit peu plus de risques. Mais il faut dire également, bon, il a plu à Tours, il pleut aussi à Paris, vous savez. Il pleut partout. Il pleut partout, et il pleuvait également hier dans le Nord, enfin pas pendant la rencontre, mais avant, et évidemment, c'est pas pratique lorsqu'il s'agit d'ajuster les passes, etc. etc. Donc il y a eu quand même pas mal d'actions, surtout côté lensois. Nous allons voir tout cela tout de suite. Lens qui joue donc sur la droite. On joue depuis 6 minutes. Rabier donc qui a quitté Laval pour Lens. Desplanches, lui, a quitté Toulouse. Et ici, une bonne tentative de Catalano de l'extérieur. Il voulait peut-être chercher Gerval qui était de l'autre côté. On réclame un but, Et après 7 minutes et 28 secondes de jeu, vous voyez le panneau d'affichage. 1-0. Que s'est-il passé? Eh bien, 30 secondes auparavant, suite à cette déviation de Rabier, eh bien, Ramos est bien plus rapide qu'Haribar d'une pichenette. Il ne laisse pas loin d'une chance à Martigny. Et là, il est déchaîné comme s'il était en une finale de Coupe du Monde. On ne l'arrête plus. Même pas ses partenaires. Il faut dire que Venancio Ramos, l'Uruguayen qui vient du Pénarol, plusieurs fois vainqueur de la Coupe intercontinentale, marquait ce soir-là son premier but dans le championnat de France. Petit festival de Vercruis, ici devant Martin. Haribar repousse, Monsieur Xu. Et la deuxième est contrée. Martigny aurait été battu si ce ballon... Vous avez compris. Jacques pour Nancy qui se reprend petit à petit, qui pratique un très bon football. Vous l'avez vu avec ce joli 1-2 entre Germain et Philippe. Tous les coups de pied arrêtés, vous le savez, sont tirés par Umpériez. Mais attention, la charnière centrale avec Zaramba et Desplanches est très très forte de la tête. C'est sans doute la raison pour laquelle il ne l'a pas tiré puissamment, ce corner. Il y a eu une déviation de Philippe et là... Tout y passe, aile de pigeon, pied d'hippopotame, pipi de souris. Le total, Ruben Umpériez, qui, vous le savez, est un remarquable technicien, mais enfin il a été assez bien marqué dans cette partie par Rabier. Et tout cela à la régulière, il faut le signaler. Encore un bon tir de Xureb, on a eu tort là de le laisser s'avancer à une distance respectable, environ 25 mètres. Et toujours ces contre-attaques de Nancy. Nancy qui joue avec 3 attaquants, Jacques, Philippe et à gauche Picot, mais qui n'était pas trop dans le coup. Ici, Jacques aurait pu centrer la première fois, il a hésité, il n'y avait personne au centre. Maintenant, il a perdu tout son élan. Et se retrouve avec un corner devant Zaramba. Dans des circonstances pareilles, c'est pas si mal. Alors, on repart avec Umpériez, toujours un petit coup. Cette fois, c'est une tête de Nancy et finalement Picot, je vous l'ai dit, qui n'était pas en très grande forme,
qui a raté derrière la reprise. Nous sommes maintenant en deuxième période, donc Lens sur la gauche et qui attaque avec des planches, une faute de Martin qui n'a pas profité à Xuereb. Passage en force de Gerval, l'arbitre aurait pu siffler une faute, là quand même il laisse jouer, bon tac de deux planches et finalement un tir du gauche. Ça chauffe, il est tranché. Il y a un grognard là qui est par terre, c'était Xuereb, mais enfin ça ira beaucoup mieux un peu plus tard. Il est bon, Ramos, il commence à trouver le rythme petit à petit, là évidemment le tir n'est pas très au point. Il n'a pas semblé avoir été contré ce tir, mais l'arbitre l'a dit. Alors il a été contré. Corner de Ramos, tête de deux planches, c'est Casini qui a failli marquer contre son camp une première fois, c'est la transversale et avant que le ballon franchisse la ligne, là encore, en catastrophe, il dégage au prix d'un beau retourné. Et là, petit problème, on dit que le public lensois est l'un des meilleurs de France, c'est vrai, mais il y a toujours des crétins, là il y en a un en tout cas qui a lancé une bouteille. Pourquoi ? Il y en a sur tous les stades, hein, malheureusement. Et là, pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'issue de cette action, cette belle accélération de Vercruis, bon, c'est épaule contre épaule, c'est difficile à dire qui commet la faute. En tout cas, M. Blouet estime que c'est le Lensois, donc ça n'a pas plu au crétin en question qui a jeté la bouteille. Pour une chose pareille, vraiment. Catalano plus vif que Germain, nous sommes en fin de partie maintenant à la 75e minute, mais là c'est un ancien qui s'est bien repris devant Xuereb et Catalano, qui a été surpris à un changement. Oudjani Chérif qui remplace Gerval, deux produits du club. Oudjani Chérif, c'est le fils d'Ahmed, meilleur buteur en 64, avec 30 buts. Voilà, vous y étiez. Moi pas encore. Alors, Vercruis dans le trou pour Xuereb. Il hésite, super crochet extérieur, il attend et il frappe. C'est très bien joué de la part de Xuereb et puis au départ Vercruis. Le public est d'ailleurs assez dur avec Philippe Vercruis, je ne comprends pas car c'est un très bon joueur, ce n'est pas la meilleure chose pour le mettre en confiance. Mais dès qu'il rate quelque chose, on le siffle systématiquement. Là c'est encore Xuereb, beaucoup plus à l'aise quand il a beaucoup de champ, mais vous voyez, il est cuit. Il est temps que ça s'arrête pour lui. Et pourtant, comme quoi c'est bizarre le football. 2 minutes plus tard, c'est-à-dire à la 82e minute, Vercruis dans le trou pour Ramos. C'est donc Vercruis qui est à l'origine de l'action. Ramos tranquillement sur un plateau pour Xuereb, qui marque, mais c'est Ramos le plus heureux qui est déchaîné, et encore vers les grillages. Et Xuereb qui en peut plus, qui va venir à 2 à l'heure quand même le remercier. Et qui lui dit dans le coin de l'oreille, bon maintenant laisse tomber, ne me lance plus dans le trou, car moi j'en peux plus. J'ai les JO dans les jambes, je suis cuit. Et pourtant, encore Vercruis pour Xuereb qui a le jus nécessaire pour adresser un bon tir du pied droit. C'est sévère pour Nancy, mais la victoire de Lens, Thierry, ne se discute pas. Bien, alors voici donc le classement alors que toutes les équipes ont disputé 7 rencontres. Vous voyez, comme je vous le disais, que Nantes a donc rejoint Auxerre à la 2e place, la même prix à la différence de but. Et que dans le haut du tableau également, Lens a rejoint le Racing Club de Paris. Dans le bas du tableau, pas de gros changements après les matchs d'hier, sinon la belle remontée, je vous l'ai signalé également avec Jean-Michel, la remontée de Toulouse qui était dernier et qui se retrouve maintenant 10e, soit un gain de 10 places en 2 matchs, c'est pas mal. Nous allons tout de suite nous intéresser à la 2e division parce que dans cette émission il y aura bien sûr tous les grands moments de la première, mais il ne faut pas oublier la 2e division ni le football international. Et Philippe Pouy, dites-moi, quelle a été la qualité de ce Montpellier-Nice qui mettait en présence 2 prétendants à la première division, hein? C'est vrai, ce sont les dauphins de Cannes dans ce groupe B de 2e division, mais je crois surtout qu'on a vu un très grand match entre 2 équipes qui ont justifié leur prétention de monter donc en première division. On va donc voir maintenant des images de cette rencontre qui a été donc très bonne, opposant Montpellier à Nice, et les 6000 spectateurs ont été gâtés et ils ont aussi été surpris de voir les Niçois jouer en bleu, ce n'est pas l'habitude. Cela ne leur a pas empêché d'être les premiers en action, ces Niçois, notamment par Meige qui va permettre à Marguerite de réussir un petit festival face à Passy. Marguerite va passer Passy, donc, et un centre superbe. Malheureusement, Gemrich lui réussit un beau raté. Mais question ratée, Montpellier ne va pas être en reste puisque sur cette action, un centre de Hortz et encore une reprise plus facile manquée par Gued. 23e minute maintenant, le match est très rapide, très agréable, mais le score est toujours de 0-0. Là, une faute à 30 mètres des buts niçois. Et suivez bien le coup franc, il va être assez rapidement joué. Les Niçois vont être un petit peu mous sur cette action, ce qui va permettre à Kern de fusiller complètement Amitrano. 1-0 donc pour Montpellier, après 23 minutes de jeu donc. Les Niçois vont avoir une balle d'égalisation en fin de première mi-temps.
Cette balle est amenée par Daleb pour Marguerite qui donne sur le côté gauche à Gemrich. Marguerite, lui, s'est bien replacé. Malheureusement, sa balle passe à côté de très peu, mais à la mi-temps, donc le score est toujours de 1-0 pour Montpellier. En deuxième période, les deux équipes repartent à la même allure. Une nouvelle action Gemrich-Mège, une belle interception d'un Montpellierin et comme d'habitude, la contre-attaque qui repart à 100 à l'heure et au bout, vous allez voir, un superbe tir de Hortz sur lequel Amitrano réussit un bel arrêt réflexe. 51e minute maintenant, les Montpellierins jouent un petit peu décontractés. Il arrive parfois que cela coûte cher et là ça va être le cas puisque Françoise va obtenir un corner sur cette action. Et bien sûr, d'habitude les corners, on vous dit qu'ils ne donnent rien. Et bien là, il va donner un coup de tête superbe de Curbelo et une balle d'égalisation, donc une égalisation même, 1-1 pour Nice. Le tableau d'affichage en fait ne va pas rester longtemps sur cette marque puisque 4 minutes plus tard, c'est-à-dire à la 56e minute, les Montpellierins vont reprendre l'avantage. C'est Laurent Blanc qui remonte cette balle et qui va la donner à Horst. Horst qui va envoyer un tir terrible, qui va heurter la transversale, le tir rentre finalement. Donc 2-1 pour Montpellier. Maintenant, on va suivre une séquence dans la continuité, comme on dit. Tout ça pour vous montrer qu'il y a eu beaucoup de rythme dans ce match. Une action et un nouveau tir de Horst qui permettent encore à Amitrano de se mettre en vedette. Et ça repart dans l'autre sens immédiatement avec Curbelo. Le temps pour Jean Pradinas de faire un gros plan d'Amitrano qui a été très bon. Et on se retrouve devant les buts de Deplagne. Ça a mis 17 secondes exactement pour aller d'un camp à l'autre. Et là, Deplagne lui a de la chance car son ballon, le ballon tout au moins de Dominguez, heurte le montant. Alors un petit temps mort quand même dans cette séquence, pas très long puisque le temps tout de même de tirer le corner et au bout de ce corner, Marguerite perd le ballon, il est un petit peu bousculé, mais finalement, là encore, une action qui va aller à toute allure et c'est Zambori cette fois qui va mettre Amitrano en vedette. Et tout ça donc, 3 actions très nettes, très franches, en 45 secondes. Et les Montpellierins vont regretter probablement que Zambori n'ait pas marqué ce but, car à 2 minutes de la fin, sur une action menée par Daleb et Gemrich, cette fois-ci ce sont les Montpellierins qui vont être un petit peu mous en défense. Et Daleb en profite pour s'infiltrer et marquer le but de l'égalisation donc à 2 minutes de la fin. 2-2 donc. Et encore une fois, il faut le dire, un superbe match de deuxième division. Une deuxième division dont on ne dira jamais assez combien elle a progressé au cours de ces dernières années. Hier, Orléans et Reims ont fait match nul. Orléans est un des co-leaders. Et aujourd'hui, un déplacement très difficile pour Guingamp à Angers et aussi pour Mulhouse à Amiens. A noter que Sedan a une belle carte à jouer, des Sedanais qui réussissent un très bon début de saison et qui ce soir reçoivent Quimper. Dans le groupe B, c'est-à-dire le groupe du Sud, en dehors de Montpellier-Nice que Philippe Pouy vient de vous faire vivre, un étonnant résultat hier soir, non pas que l'on doutait de la valeur de l'équipe de Martigues, mais quand même passer 6 buts au Lyon de Robert Herbin, c'est beaucoup. 2 buts de Do, 2 buts de Boubacar, Martinez et Marsiglia ont marqué pour Martigues et ça ne doit pas aller très fort du côté de Gerland aujourd'hui. À signaler pour cette 6e journée, ce soir, Thonon-Nîmes et demain Cannes 7, ce sera le match décalé du jour, demain dimanche donc, et il faudrait vraiment que Saint-Étienne se refasse contre Le Puy, car Le Puy est dernier, n'a pas marqué le moindre point. Alors si à Geoffroy Guichard, Saint-Étienne ne gagnait pas, ce serait à désespérer de tout. Mercredi prochain, ce sera le 19 septembre, c'est une date qui n'est pas plus importante qu'une autre, mais enfin ce sera quand même les premiers tours allés des rencontres de Coupe d'Europe, un petit peu partout aux 4 coins du vieux continent. Et les Français, donc à 4 d'entre eux en tout cas, vont jouer en France. Bordeaux accueillera Bilbao, Metz accueillera Barcelone, le PSG accueillera les Écossais d'Édimbourg de Hearts of Midlothian et Monaco accueillera Sofia. Seul Auxerre se déplacera face au Sporting de Lisbonne. C'est une soirée importante. Pour les clubs français, il faudrait que les stades soient le plus remplis possible, car vous le savez, les équipes, surtout en Coupe d'Europe, ont besoin de leur public et les photos qui sont derrière nous et qui nous rappellent les grandes heures de l'été que nous venons de vivre, eh bien, je pense que si les clubs
se lançait aussi dans des résultats comme ceux de l'équipe olympique ou de l'équipe A, eh bien ce serait tout simplement formidable. En attendant, Jean-Pierre Dragzuc va nous faire revivre les derniers moments justement des clubs français avant la Coupe d'Europe. Certains sont en grande forme, d'autres le sont moins. Bordeaux est premier, Paris Saint-Germain dernier. Sur son propre terrain, Auxerre est passé bien près d'une défaite à domicile. Joël Batz aura besoin à Lisbonne d'un peu plus de chance que sur ce corner qui amène le premier but toulonnais. Avec cette reprise acrobatique d'Alfano, le ballon est bien passé derrière la ligne, estime l'arbitre. C'était 2 minutes après la reprise. Et ce but toulonnais devait réveiller les ardeurs offensives des Auxerrois, mais les attaques des Bourguignons restaient stériles jusqu'à 3 minutes de la fin du match quand Ferrer égalisa pour les locaux. Il était temps pour les joueurs de Giroud qui semblent marquer un peu le pas après un début de championnat plus que satisfaisant. Un peu de fatigue pour les nouveaux Européens, dû certainement au calendrier démentiel de ce début de saison. Mais après 2 jours de repos complet, Giroud aura certainement su redonner à son équipe tout le mordant qui a permis à Auxerre de totaliser 10 points en 7 rencontres, ne subissant qu'une courte défaite à Laval. Les Monégasques, eux, recevront le CSKA Sofia au stade Louis II. Mardi dernier, ils se déplaçaient à Rouen, le mal classé. À 2 minutes de la mi-temps, Monaco bénéficie d'un coup franc, c'est Gengini qui le tire. Dévié par le mur, Anziani du bout du pied l'expédie dans le but de Sens. Un but très contesté par les Rouennais, mais M. Sculfort maintient sa décision. 1-0 pour Monaco. 7 minutes après la reprise, les Rouennais devaient voir leurs efforts enfin récompensés. Le tir de Dido a surpris Stambouli et notre caméraman. Mais croyez-nous, le but est bien marqué. Égalité, 1 partout. Les Diables Rouges, à la recherche du moindre point, étaient davantage motivés. Ils devaient créer la surprise de la soirée à la toute dernière minute sur ce coup franc avec une splendide reprise de volée de Redon en pleine lucarne. Les Monégasques, à l'image de leurs internationaux, ils étaient 6 pour le match contre l'Inter, ne semblaient plus très frais physiquement, mais tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici à mercredi. Dernière répétition pour les vainqueurs de la Coupe de France. Les Messins pensaient déjà à leur match contre Barcelone en recevant Lille. Il fallut attendre le dernier quart d'heure et une très mauvaise passe de Meudic à son gardien pour voir Hinsberger intercepter et ouvrir la marque pour Metz. À 6 minutes du coup de sifflet final, les Messins devaient doubler la mise. Très long coup franc joué par Or et c'est Brasigliano qui marquait en force. Les Messins n'affichent plus la même forme que lors de la finale de la Coupe de France. Si le milieu de terrain, bien dirigé par Bernad, paraît très solide, la défense, elle, semble manquer un peu de stabilité. Enfin, hasard du calendrier, les 2 autres Européens, Bordeaux en tête et le PSG en queue de championnat, se trouvaient opposés. L'homme du match, ce fut bien René Girard, centre magnifique de l'extérieur du pied droit sur la tête de Muller, qui ouvre le score dès la 16e minute. Moins d'1 minute après le but de Muller, Lantier servait joliment Fernandez à la limite du hors-jeu. Dropsy est bien sorti, mais l'international parisien à l'énergie réussit à placer son tir dans la lucarne, 1 but partout. D'énergie, les Parisiens justement en auront bien besoin devant les Écossais de Hearts. Après son début de championnat catastrophique, le PSG, 4 défaites en 7 matchs, occupe la dernière place du classement. Cette 4e défaite, il la subissait devant le leader Bordeaux. Rohr, complètement démarqué sur la gauche, centre-tir et reprise de la Combe qui donne l'avantage aux champions de France. Bordeaux, qui survole le début de championnat, c'est l'équipe en très grande forme au moment de recevoir Bilbao, à l'image de René Girard qui marque le plus beau but de la soirée. Et cela sans Chalana, sans Tigana, Bordeaux qui recevra donc Bilbao mercredi. Yves Kupfermink, le Paris Saint-Germain recevra donc Hearts of Midlothian, parce qu'on dit Hearts. Oui, hein, on dit Hearts. On dit Hearts of Midlothian. Et Hearts of Midlothian, personne ne connaît, mais vous connaissez. Oui, je connais le Paris Saint-Germain qui attend toujours l'étincelle. Cette étincelle, elle viendra peut-être avec la Coupe d'Europe, car les adversaires des Parisiens ne sont pas vraiment des foudres de guerre. L'équipe écossaise d'Hearts of Midlothian est le 2e club d'Édimbourg après Hibernian. Ils ont la particularité d'être sponsorisés par une firme bien française, la Régie Renault. Et alors avant de les découvrir, une petite précision, Heart en français veut dire le cœur. Dans le Midlothian, le football passionne tout le monde, y compris les mouettes. Celles-ci veillent sur ce petit stade de la banlieue d'Édimbourg, où loge l'adversaire du PSG en Coupe de l'UEFA. Les Hearts, comme on les appelle ici, sont nés en 1874. À cette époque, leur terrain se trouvait exactement au centre du Midlothian, une région dont ils prirent le nom et devinrent le cœur. Depuis, les rues ont bien changé, les bus ont remplacé les charrettes et à la place des tavernes, on trouve les inévitables pubs. Des pubs où bien sûr bière et whisky coulent à flot et où le football est le principal sujet de conversation.
Ici, tout le monde se souvient de l'époque glorieuse où les Hearts gagnaient coupe et championnat. Mais là aussi, les choses ont bien changé. Depuis 20 ans, l'équipe fait la navette entre la première et la deuxième division. La stabilité, ils l'ont trouvée l'an dernier en terminant 5e du championnat de première division. Et comme le Celtic qui termine 2e gagne la Coupe d'Écosse, les Hearts se retrouvent projetés en Coupe d'Europe. Une performance qui n'a rien d'exceptionnel, surtout quand on sait que l'élite écossaise ne compte que 10 équipes. C'est dans la plus grande sérénité que les Écossais préparent leur voyage à Paris. Ici, contrairement à l'Espagne, pas de préparation secrète. L'entraînement se fait tout simplement dans un parc public. Le PSG devra se méfier de cette équipe qui, derrière un amateurisme apparent, cache un groupe particulièrement solide. Pas ou peu de points faibles, un jeu typiquement britannique où l'efficacité passe avant le spectacle. Les Hearts ont pourtant un point commun avec le Paris Saint-Germain. Les deux équipes ont eu un début de saison plutôt laborieux. 3 défaites, dont 2 à domicile, n'ont pourtant jamais remis en cause les choix tactiques de l'entraîneur. Je ne suis pas un fanatique du 4-4-2. Je n'aime pas jouer avec 2 attaquants et 2 milieux de terrain défensifs. De plus, Sandy Jardine, le libéro, qui est aussi mon entraîneur adjoint, n'est pas un véritable libéro. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots les points forts et les points faibles de votre équipe? Je ne veux pas vous en dire trop. Disons que notre point faible, c'est que nous ne marquons pas assez de buts. Mais je ne veux pas tout vous dévoiler. Le point fort dont Alex McDonald n'a pas voulu parler, c'est la condition physique. Pour les Écossais, une rencontre dure 90 minutes et un joueur doit être capable de jouer à 100 à l'heure jusqu'au bout. C'est pourquoi l'entraînement quotidien dure 2 heures, y compris le lendemain des matchs, et je peux vous assurer qu'on ne s'y repose pas beaucoup. 2 exceptions tout de même, Donald Park et Derek O'Connor, s'ils sont semi-professionnels et ne s'entraînent qu'une fois tous les 2 jours. Pour les autres, personne n'est épargné, il faut aller jusqu'au bout de soi-même, quitte à rendre l'âme sur le terrain. Inconnus, les Hearts ne le sont pas tout à fait. L'entraîneur, par exemple, Alex McDonald, a été de nombreuses fois international lorsqu'il portait les couleurs des Glasgow Rangers. À 36 ans, il n'a toujours pas mis un terme à sa carrière de joueur et pourrait bien entrer en cours de match contre Paris Saint-Germain. À 35 ans, Sandy Jardine, l'entraîneur adjoint, sera lui aussi sur la pelouse du parc. La Coupe d'Europe, lui, il connaît, ce qui lui permet d'aborder le premier tour avec beaucoup de sérénité. Je pense que Paris est favori, car ils ont déjà joué souvent à ce niveau. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont jamais participé à la Coupe d'Europe, mais ce sont de grands espoirs. Nous, les anciens, on essaiera de les mettre en confiance. Oui, c'est vrai, Paris est favori, mais ça ne nous inquiète pas. Dans l'équipe type, ils sont 4 à être âgés de moins de 21 ans. John Robertson, ici à gauche, et David Bowman sont par exemple 2 des plus sûrs espoirs du football écossais. La dernière originalité des Hearts, c'est le mode de financement. Des clubs de supporters comme celui-ci, il en existe une quinzaine, chaque club parrainant 1 ou plusieurs joueurs. Votre argent ne vous sera remboursé sous aucun prétexte. Cette mise en garde typiquement écossaise ne décourage pas les fanatiques. Ils seront plus de 3000 mercredi soir au Parc des Princes. Espérons qu'ils seront plus sages que les supporters anglais qui ne casseront rien, mais au Paris Saint-Germain, nous disons attention, danger. Bien, les Espagnols alors. Les Espagnols, donc de Barcelone et de Bilbao, Philippe Pouy, est-ce qu'ils vont, oui ou non, affronter les clubs français? Bien, Thierry, vous savez, c'est un petit peu comme dans toutes les grèves. En ce moment, la chose évolue un petit peu d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, disons. Et en principe, donc, pour l'instant, ils sont partants, mais il y a encore des surprises à attendre, peut-être, avec cette grève. Pour l'instant, donc, je vous le dis, ils jouent. Et je vous propose donc de voir des images d'un reportage qu'on a fait cette semaine en Espagne sur cette grève et sur Barcelone et Bilbao. Ça, c'est l'Espagne du football en ce moment. Des stades vides et la une des journaux avec, bien sûr, cette grève diversement commentée par le public et par les journaux. Pour certains, cette manifestation des pros est justifiée. Pour d'autres, les millionnaires du football en font tout de même un petit peu trop. Les joueurs, eux, veulent une meilleure protection sociale, des impôts étalés sur plusieurs années et surtout le respect des contrats signés
autant de points sur lesquels ils n'ont toujours pas obtenu satisfaction. Résultat, la grève s'est durcie. Chaque jour, les choses ont eu tendance à aller de mal en pis. D'abord, la plupart des présidents de clubs ont pris une initiative, celle d'interdire les vestiaires et les terrains à leurs joueurs. Et ensuite, dimanche dernier, l'ordre de grève ayant été maintenu, ils ont fait jouer des juniors à la place des pros et ce devant des banquettes pratiquement vides. Mais demain, ce ne sera pas possible. La direction du travail a jugé cela illégal. Il n'y aura donc pas de championnat. Une éclaircie toutefois, la Coupe d'Europe devrait être préservée, ce dont les joueurs n'étaient pas persuadés il y a seulement 48 heures. Actuellement, aujourd'hui, il y a des risques pour qu'on ne joue pas, et pas mal même, puisque la situation est plus dure que ce que nous avions pensé. On en est arrivé à un point où le conflit est très marqué, et je ne sais même pas si on va pouvoir jouer contre Metz en Coupe des vainqueurs de coupe. C'est sûr, on est dans une passe difficile, et à cette heure-ci, il y a des doutes. Vous pensez que Barcelone va jouer contre Metz mercredi? Il n'y a aucune raison pour qu'on ne joue pas, j'espère bien, oui. Apparemment, l'optimisme de Terry Venables semble prévaloir puisque la grève ne doit pas déborder du cadre espagnol. Mais la situation n'est pas réglée pour autant. Les présidents savent qu'ils sont abandonnés des joueurs et des pouvoirs publics. Ils savent aussi qu'ils sont à la tête des clubs les plus endettés d'Europe et que cette grève ne va pas arranger leurs finances. Alors, conséquence, beaucoup vont devoir laisser la place. Mais il n'est pas impossible aussi qu'on pose en même temps une gerbe sur certains clubs. Ce ne sera pas le cas de Bilbao, l'adversaire de Bordeaux dans la Coupe des Champions. C'est un club solide. Les Basques ont réussi le doublé cette année. Ils ont également remporté le titre de champion pour la deuxième année consécutive. Et ils ont fait la preuve mardi dernier encore lors d'un match de jubilé qu'ils étaient toujours dangereux puisqu'ils ont battu Barcelone 2-0. Une inconnue tout de même, les retombées de la grève. On va jouer contre Bordeaux sans rodage préliminaire et bien sûr on risque d'avoir pas mal de difficultés, mais ce n'est pas grave, on va jouer avec notre force et notre hargne et on essaiera de passer le prochain tour. Les Basques gardent le moral et ils ont raison, jusqu'à maintenant cela ne leur a pas trop mal réussi, comme ne leur a pas trop mal réussi également leur politique régionaliste. Bilbao, en fait, c'est un petit peu l'anti-Bordeaux. D'un côté, des stars, de l'autre, des Basques, uniquement des Basques. Bien sûr, les internationaux sont rares à Bilbao. Les seuls sur lesquels peut compter Miguel Muñoz, le sélectionneur espagnol, sont Urquiaga, un arrière latéral, et Sarabia, un attaquant, bon joueur de tête, mais qui, en sélection, passe plus souvent son temps sur le banc que sur la pelouse. En fait, le seul joueur connu de cette équipe, c'est Goycochea. Lui est un titulaire indiscutable dans la sélection espagnole, mais c'est surtout pour ses images qu'il est connu. Vous avez l'air sympathique, alors comment se fait-il que vous ayez une si mauvaise réputation? Non, je ne sais pas si je suis sympathique, non merci, mais je suis une personne normale. Oui, cette réputation c'est dû à un incident, donc les gens se sont braqués contre moi. C'est comme ça que la réputation m'est venue. J'ai résisté tant bien que mal, mais maintenant ça fait 1 an et tout passe, et je pense que maintenant c'est déjà du passé. Maradona a beaucoup souffert en Espagne et finalement il a préféré fuir Goycochea et Barcelone pour Naples et le Calcio. Metz ne doit pas se réjouir pour autant car apparemment Barcelone y a trouvé son compte. L'Argentin n'a pas été bradé, c'est le moins qu'on puisse dire puisque la transaction s'est faite autour de 8 milliards de centimes. Et au niveau des résultats, les Catalans n'ont pas l'air d'avoir trop souffert non plus puisque pour leur premier match de championnat, ils sont allés à Madrid battre le Real 3-0. Un début en fanfare donc pour le nouvel entraîneur britannique Terry Venables qui assure une lourde succession. Monsieur Venables, c'est difficile d'être entraîneur à Barcelone après Menotti? Non, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de gagner les matchs. L'important, ce n'est pas de savoir avec quel entraîneur l'équipe gagne. L'important, c'est ce que je fais. Et si je fais mon travail correctement, la succession sera naturellement plus facile pour moi. Et même s'il ne dispose pas de Maradona, Terry Venables a tout de même du beau monde dans son effectif qui compte environ 25 professionnels, dont une quinzaine d'internationaux, pas maladroits à l'image de Victor. Ces Espagnols-là ont repris confiance depuis l'Euro 84.
Archibald, lui, a pris le maillot de Maradona. Lourde succession pour lui également, encore qu'il laisse le rôle de patron à Bernd Schuster, la vedette de cette équipe de Barcelone. C'est plus agréable de jouer avec Barcelone qu'avec l'équipe d'Allemagne dirigée par Franz Beckenbauer. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être agréable ou pas. Ce qui se passe en Allemagne, c'est qu'il y a des problèmes et que je ne suis pas d'accord. Et pour cette raison, je ne tiens pas à jouer en équipe d'Allemagne. En plus, je me trouve très bien ici à Barcelone, où c'est très difficile de s'imposer pour un étranger. Et je tiens également à remporter beaucoup de succès avec Barcelone. Beaucoup, cela pourrait vouloir dire la Coupe des Coupes, une compétition que Barcelone a déjà remportée. Schuster et le Barça ont les moyens d'ajouter ce nouveau trophée dans la galerie du club, à moins que Metz profite de la crise que traverse le football espagnol. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, en Coupe d'Europe, les clubs français n'ont jamais perdu contre Barcelone. Strasbourg et Nice avaient battu les Catalans il y a fort longtemps, mais enfin ils les avaient battus quand même. Sans transition, on passe au mercredi européen et aux matchs qui se sont déroulés aux quatre coins de l'Europe. Déjà des rencontres comptant pour la Coupe du Monde 1986, Mexico. Et tout d'abord à Stockholm, Suède-Portugal, avec un seul but, une tête du soulier d'or, Gomes, qui permet à la 78e minute au Portugal de mener par 1-0. Ce sera du reste le score final. L'équipe du Portugal qui jouait sans Jordao, sans Tchalana, dans un groupe très difficile où en dehors de la Suède et du Portugal, il y a également la République fédérale allemande et la Tchécoslovaquie. 2 pays seulement seront qualifiés. Ce ne sera pas simple et la tête de Gomes sera toujours utile à une équipe du Portugal maintenant entraînée par l'ex-attaquant de Benfica, José Torres. Pendant ce temps, à Dublin, l'Irlande, toujours aussi vaillante, l'Irlande de Brady, recevait l'URSS, un seul but, et comme d'habitude, il est irlandais, on ne gagne pas facilement à Dublin. C'est Walsh qui a marqué, le numéro 10. Walsh qui donne une victoire précieuse à tout un peuple. Dans ce groupe, avec le Danemark, l'URSS, la Suisse et la Norvège, ça ne sera pas simple non plus de se qualifier. Sur leur pelouse, en tout cas, les Irlandais ont clairement annoncé la couleur. Fighting spirit ou pas, on ne fait aucun cadeau. Les Soviétiques, qui restaient pourtant sur une très bonne série, s'en sont aperçus, Blokin en tête. Un bon match de la part de l'équipe soviétique qui fut souvent à 2 doigts d'égaliser, mais rien à faire. La chance n'était pas avec les Soviétiques et le gardien irlandais, lui, était bien là. 1-0 donc, l'air a battu l'URSS. La Norvège recevait la Suisse, 5e minute, attaque helvétique, un ballon repoussé de l'épaule ou du bras. L'arbitre, M. Sostarik, qui est un Yougoslave, a décidé que c'était du bras. Penalty transformé par Egli. Ce sera le seul but du match et l'équipe suisse, qui restait sur une série de 8 défaites consécutives, gagne donc à Oslo 1-0. Irlande-Roumanie avec un premier but marqué par l'Irlande du Nord. C'est Andon qui marque contre son camp. On joue depuis 33 minutes et l'Irlande du Nord mène par 1-0 face à une équipe de Roumanie qui joue sans Bologna, opéré du tendon d'Achille, et sans Balaci, toujours en délicatesse avec son genou. C'est ennuyeux dans un match de Coupe du Monde quand il vous arrive une mésaventure comme celle-là, mais les Roumains ont des ressources et ils vont le prouver puisque 3 minutes plus tard, les jaunes, ce sont les Roumains, vont réussir à égaliser par leur attaquant de pointe, Hagi, qui reprend une balle repoussée par Jennings. 1-1. Rien à faire, même le défenseur sur la ligne n'a pas pu toucher ce ballon. Mi-temps 1-1. Deuxième mi-temps, but de Whiteside, parti à la limite du hors-jeu, celui qui avait été le plus jeune joueur de la Coupe du Monde espagnole, a grandi maintenant, mais il est toujours aussi bon. Il porte le numéro 10. Et il devance là donc le gardien de but Lung et permet à l'Irlande de mener par 2-1. 12 minutes plus tard, nouvelle attaque irlandaise, décidément intraitable. Et nouveau but, superbe aussi celui-là, réussi par Martin O'Neill. 3-1. Les Irlandais du Nord ont la partie bien en main. Et dans les 7 dernières minutes de la rencontre, après que l'on revoit pour le plaisir ce 3e but irlandais, Stefanescu va ramener la marque à 3-2
Mais les Roumains termineront mal puisque Klein sera expulsé à la dernière minute par l'arbitre belge, Monsieur Ponnet. 3-2 pour l'Irlande du Nord. En match amical, dans un Wembley, je dirais, aux trois quarts vide, l'Angleterre recevait la République démocratique allemande, futur adversaire de l'équipe de France, puisque les joueurs de la RDA sont dans le même groupe, et un seul but, mais un but typiquement britannique et magnifique de Robson. À la 81e minute, à 9 minutes de la fin, l'Angleterre bat la RDA par 1-0. Le public qui était là a bien fait de venir, car des buts comme ça, rien que pour lui, ça vaut le déplacement. Il a pris sa chance immédiatement, Robson. Rien à faire, 1-0 donc. Et enfin, pour terminer, un coup franc en faveur de l'Argentine à Düsseldorf et un but signé Ponche. On joue depuis 5 minutes, c'est le premier match de Beckenbauer comme entraîneur sur le banc ouest allemand. Et l'Argentine mène par 1-0 après seulement 5 minutes de jeu, de quoi faire la gueule. Et ça n'est pas fini, car les Argentins qui ont déjà battu la Belgique 2-0 et la Suisse sur le même score au cours de leur tournée européenne, les Argentins vont faire un grand match, attaquant tous les ballons. Et à la 36e minute, le même Ponce, dans une action remarquablement construite par les Argentins, va réussir un but, celui-là, typiquement argentin, 2-0 après un petit peu plus d'une demi-heure de jeu. Les affaires pour le Kaiser Franz sont mal engagées. Alors que pour Bilardi, le successeur de Menotti, ça va. Un joli but, Schumacher bien battu. Mi-temps 2-0 pour l'Argentine, donc à Düsseldorf. Et à la 58e minute, c'est-à-dire pratiquement donc après un quart d'heure de jeu, en deuxième période, les Argentins vont ajouter un troisième point par un des jeunes joueurs, Burruchaga, qui récupère sur la ligne un centre venu de la gauche. Et surprise, mauvaise surprise pour les Allemands, après moins d'une heure de jeu, sur leur pelouse, ils sont menés par 3-0. Et ça n'est plus Joop Derval qui est l'entraîneur, mais bel et bien Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer qui pour la circonstance avait rappelé les deux vétérans de Hambourg que sont Jacobs et Magath. La fin de match semblera lui donner raison, car sur un coup franc, à la 78e minute, c'est le grand Jacobs qui va sauver l'honneur, comme l'on dit, et marquer le seul but de la République fédérale allemande. Mais c'est un mauvais résultat, et on l'a dit, l'Allemagne est dans un groupe difficile en Coupe du Monde, avec la Tchécoslovaquie et le Portugal, et l'un de ces trois sera éliminé. Prochaine journée du championnat de première division le week-end prochain, celui des 21 et 22 septembre. Vous voyez les matchs qui apparaissent sur votre écran avec de belles rencontres comme donc Nantes-Auxerre évidemment qui sera le match vedette. Bordeaux, le leader, recevra Marseille, un match difficile pour l'Olympique de Marseille. Paris Saint-Germain recevra Bastia, l'équipe surprise de ce début de saison, superbement placée en tête du championnat. À signaler également le déplacement du Racing Club de Paris à Monaco. Avant de nous quitter, car le temps presse, je voudrais vous présenter quelques petits livres qui sont parus. C'est le début de la saison et le guide du supporter est toujours très utile. C'est l'édition 84-85, elle ressemble comme un frère à l'édition de l'année dernière. Autre volume très attendu, c'est nos camarades de l'équipe qui vous le proposent. Football 84-85, il est peut-être un petit peu plus petit en volume que les autres années, mais il y a vraiment tout et beaucoup de pages, même si elles sont plus petites les unes que les autres. Et enfin, j'ai gardé pour la bonne bouche le livre d'or du football de notre camarade Charles Bietri. Il le fait paraître chaque année à la même époque. Il a quitté l'AFP pour Canal+, une occasion pour nous à TF1 de lui souhaiter bonne chance. Bonne chance Charlie. Voilà, c'est sur ces images de livres que je vous invite à vous procurer que nous vous quittons. Merci d'être resté avec nous, on a été un petit peu long, c'est promis. La prochaine fois, nous tiendrons le temps. Samedi prochain, donc, pour un nouveau Téléfoot. Bonne fin d'après-midi, bon week-end, à bientôt.